Fidèles abonnés de Beneweb TV, bonsoir et bienvenue sur l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous parlerons de la mystérieuse arrestation en France de Félicien Kabuga, présumé financier du génocide rwandais qui a fait, selon l'ONU, entre 800 et 1 million de victimes. Il sera également question des premiers résultats officiels des élections générales au Burundi et également de la fin officielle du franc CFA. Je suis avec Vincent Deguenon. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Mathurin. En face de lui, c'est Chama Agbecha. Il est observateur et analyste politique. Chama, bonsoir et merci d'honorer notre rendez-vous. Bonsoir, Mathurin. Bonsoir. Ouais. Fin de cavale pour Félicien Kabuga. L'homme d'affaires rwandais, recherché par la justice internationale, a été arrêté finalement en France le samedi 16 mai dernier. Vincent, après plus de 25 ans dans la nature, Félicien Kabuga finalement a été arrêté. Désormais, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de sa cavale? Ah oui, finalement, on voit que c'est la fin, enfin. Mais beaucoup de questions restent encore à se poser parce que durant 25 ans, comment comprendre que cet homme, un seul individu, ait pu échapper au radar de toute une communauté, de tout un système? C'est ça. Toutefois, on doit s'estimer heureux qu'on ait mis la main sur cet homme qui est jusqu'à présent présumé, parce que beaucoup, au niveau des enquêtes, son nom est revenu plusieurs fois comme étant le grand pourvoyeur, celui qui a financé en grande partie l'organisation et l'exécution de ce génocide. Donc c'est un grand pas au niveau de la justice, c'est un grand pas au niveau de ceux-là qui espèrent encore réparation. Voilà, Félicien Kabuga a été arrêté finalement en France. Chama, qu'est-ce que vous en dites? Oh. On peut dire enfin vraiment, 25 ans de cabale, encore qu'actuellement il est vieux, 87 ans. Et bon, il réclame ses 87 ans. Voilà. Donc on peut dire enfin, parce que ce génocide-là, actuellement, on peut dire qu'il y a longtemps, mais c'est resté dans les mémoires des gens. On peut, à travers les images, sentir l'émotion des gens quand il voyait son arrestation. On va espérer que voilà, cette arrestation donne de bons fruits à l'avenir pour la justice internationale. On peut finalement espérer avoir vraiment un procès équitable pour quand même que la vérité soit dite. Bon, est-ce l'heure de la vérité? Je reste très dubitatif. Quand on lit et qu'on voit qu'il est entré dans la salle, les mains au point levé, et comme si voilà, il était heureux, il est fier de lui. C'est difficile d'espérer des aveux de la part d'une telle personne, et là, même s'il est encore présumé, c'est difficile d'espérer des aveux. Les aveux viennent souvent quand les gens sont prêts à coopérer, ils regrettent. Mais lui, il se sent fier, et ses proches aussi l'ont plébiscité en quelque sorte. Bon, on va espérer que les enquêtes arrivent à dénicher certaines preuves. Vincent, n'est-il pas l'heure pour qu'enfin la vérité soit dite? Oui, on ne peut pas pour le moment parler de l'heure de la vérité. C'est compliqué. Je me demande même si un jour on peut réellement parler de la vérité concernant le génocide rwandais. Premièrement, ce n'est pas évident qu'il puisse plaider coupable. Déjà, on voit que ces avocats sont en train de mener une stratégie. D'abord, le procès a été reporté pour le 27 prochain. C'est une stratégie. Il ne va pas plaider coupable pour pouvoir coopérer. Et du coup, on ne peut rien avoir de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 25 ans? Ce n'est pas évident qu'on ait des informations. Comment les choses ont été organisées avec lui dans le temps, on ne peut rien obtenir. Et ça serait... On va encore rester sur notre soif. Mais est-ce que dans le fond, il y aura quand même plus de lumière sur ce dossier? Là encore, ce n'est pas évident. Pourquoi? Regardez, depuis 25 ans, on le recherchait. N'a-t-il pas eu l'aide, l'assistance de haut placés, des gouvernants pour qu'il en soit là aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tout le monde a intérêt que la vérité soit dite?
Voilà, Chama, il a quand même pu échapper au renseignement, il a échappé à tout un système pendant plus de 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pose pas un peu de problème de savoir que quelqu'un peut vivre en France sous une fausse identité pendant des années et ne pas être débusqué? C'est vraiment surprenant, c'est très étonnant. Mais je crois que cet homme a bénéficié de son carnet d'adresse et de ses moyens financiers. Bon, je suis sûr que cette arrestation, même si on a des doutes par rapport à son opportunité, je crois que ça a quand même elle a quand même eu le mérite de soulever quelques sorties. Ouais. Il y a eu la sortie du procureur Bramet, il y a eu l'avocat de Madame Agathe qui est sorti, qui a également fait une sortie. Il y a eu certains événements dernièrement, même la confirmation du décès de l'ancien ministre de la Défense, Augustin. Oui, donc je crois que l'arrestation est venue déclencher quelque chose. On va espérer. On va espérer. Oui, et en plus de cela, je pense que pour tous ceux-là qui ont été victimes de ce génocide, c'est peut-être le moment pour eux d'obtenir un lot de consolation en termes de justice. Parce que jusqu'à présent, on voit que la famille de l'ancien président Abiyarimana n'a pas été jugée. Bon, on n'a pas eu des preuves solides pour les juger. Il y a Madame Agathe. Mais pourquoi vous voulez qu'on les juge? En tout temps, ils ont perdu le président qui était leur parent dans le temps. Pourquoi vous voulez qu'on les juge? Le problème est que dans la famille proche, dans le cercle très proche du président, il y a des personnalités très influentes qui ont été citées dans l'organisation, dans l'exécution, dans la planification du génocide. Son directeur de cabinet. Exactement. Donc, toutes ces personnes, la justice, surtout le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'a rien pu faire pratiquement contre eux. Et cet élément, cette pièce maîtresse du puzzle qu'on vient d'avoir est pour beaucoup de victimes l'occasion pour eux d'espérer. Voilà. Mais on reste toujours sur notre soif. Qu'en sera-t-il? Voilà, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Il a comparu pour la première fois en France, mais Félicien Kabuga a jugé. Bon, il souhaite quand même les mains levées d'être jugé en France. Qu'est-ce que cela cache, Chama? On l'a arrêté en France. Il est en cavale depuis 25 ans. Il réussit à pénétrer le territoire français et il a le courage de siéger dans la banlieue parisienne. On ne parle pas d'un coin reculé de Nati Tengu. Donc là, je pense qu'il a peut-être des garanties. Il a des garanties en France et c'est peut-être là qu'on peut voir son souhait d'être jugé en France. Il faut dire que c'est une pièce maîtresse, comme le disait tout à l'heure Vincent. Il a quand même été le président du Fonds de défense nationale, qui a fourni les moyens financiers pour le génocide. Ils ont commandé des machettes, des centaines de tonnes de machettes qu'ils ont distribuées. Donc, ils ont financé la milice. Ils dirigeaient aussi la radio. La radio, donc pour agir sur la psychologie, changer les mentalités. Donc, c'est une pièce maîtresse du génocide. Et même si, bon, c'est toujours présumé, il fait même partie du cercle Akuza, qui est un cercle proche du président décédé. Donc, franchement, comme le dit Vincent encore, il y a lieu d'espérer. Parce que même s'il ne va pas passer aux aveux, son arrestation est en train de provoquer certains événements. On va espérer que les enquêtes aillent dénicher les preuves. Voilà, Vincent, que cache son vœu d'être jugé en France? Oui, lorsqu'on voit un peu l'évolution de l'agenda, depuis un bon moment, la relation diplomatique entre Paris et Kigali est en train de prendre une autre tournure. On voit qu'il y a des évolutions et du coup, on arrête celui qui est recherché. C'était 5 millions. Je pense que le gouvernement américain avait mis en place pour celui 5 millions de dollars pour celui qui va fournir l'information pour l'avoir. Personne n'a pu. Voilà, ces 5 millions vont se retenir. Finalement, on l'a. Du coup, je vois que même si ce n'est pas directement lié à la diplomatie entre Kigali et Paris, quand même, cela est un élément qui montre que, bon, il y a lieu de s'interroger. Donc, en clair, vous voulez dire que ça pourrait
entre-temps faciliter le rapprochement entre Kigali et Paris? C'est ce qui se dessine, c'est ce que je vois. Voilà. Voilà, Chama, la grosse interrogation aujourd'hui, c'est que les rescapés du génocide souhaitent que Félicien Kabuga soit jugé au Rwanda, la terre sur laquelle les crimes ont été commis. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils souhaitent être jugé en France aussi. Parce que je doute que quelqu'un qui est suspecté d'un génocide, d'un tel génocide, il faut dire que ce génocide fait partie des génocides les plus efficaces du XXe siècle, avec plus de 800 000 morts en moins de 3 mois. Donc c'est réellement... c'est clair qu'il va se sentir, il ne va pas du tout se sentir en sécurité au Rwanda. Donc il préfère la France parce qu'il aurait pu également préférer aller à La Haye. Mais pourquoi il préfère la France? C'est la question qu'on doit se poser parce que je pense qu'il a certainement des garanties là-bas. Et l'opportunité de cette affaire aussi, c'est vrai que les Rwandais et les rescapés, ils ont également le droit de réclamer cela parce qu'il les a mis dans une certaine posture depuis. Cette histoire, elle est vieille, mais elle continue, elle est toujours dans les mémoires. Voilà. L'autre chose, c'est vrai qu'il réclame être jugé à Paris, mais ce n'est pas du tout évident parce que au niveau du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est devenu le mécanisme, le Serge Bramette a intérêt à montrer que au moins la communauté internationale peut encore espérer que ceux-là qui commettent des atrocités soient jugés, parce que ce tribunal a été instauré, mais on n'a pas eu les résultats escomptés. Et c'est également en son intérêt parce que il veut aller au niveau du tribunal pénal international qui va pouvoir à un nouveau procureur en décembre prochain. Donc quand même c'est l'occasion pour lui de prouver que il y a lieu d'espérer parce qu'il maîtrise le dossier, il maîtrise le terrain. Voilà, depuis là, on n'a pas eu de réaction officielle de la part de Kigali. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ce n'est pas évident qu'on ait de réaction pour le moment parce que si il a été arrêté en France, rien ne montre que Kigali aura ce qu'il veut. Donc, on attend voir. On attend voir. Tant qu'il ne sera pas rapatrié à Kigali, mais tant qu'il ne sera pas dans les mains de la justice internationale, on ne peut rien espérer. Et je vois que le Rwanda également est pour le moment prudent. Le Rwanda est prudent, Chama. Est-ce que ça explique quand même la posture du gouvernement du président Paul Kagame? Il faut remonter en arrière et se rappeler également des accords d'Arusha. Parce qu'à l'époque, il y avait l'actuel président Paul Kagame qui faisait partie des protagonistes. Donc, ils étaient déjà en opposition entre-temps. Donc, pourquoi l'opportunité de cette affaire également, c'est que actuellement, le Rwanda est en train de se faire une nouvelle santé en matière économique. Et on sait qu'il y a une crise sanitaire et qu'une crise économique se profile également à l'horizon. Donc, un rapprochement... Pourquoi pas? Donc, je pressens, ce n'est peut-être pas le cas, je pressens que la France soit en train de faire les yeux doux aux Rwandais pour gagner en quelque sorte un combat diplomatique. Voilà. Nous allons suivre la suite de ces événements. Du Rwanda, on va se rendre au Burundi voisin pour parler des élections générales qui se sont tenues le 20 mai dernier. Vincent, on a eu les premiers chiffres qui sont proclamés par la Commission électorale nationale indépendante et qui donne favori déjà le candidat du pouvoir, le général Évariste. On a eu le chef de file de l'opposition, le patron Agatha Ouassar, qui s'est prononcé également et il dit qu'il ne reconnaît pas les résultats. Est-ce que c'est déjà le début d'une nouvelle ère de contestation au Burundi? Oui, c'est tout le schéma est déjà dessiné pour qu'on ait des contestations. D'abord, on ne pouvait pas espérer une élection équitable. On ne pouvait pas espérer parce que depuis un bon moment, on a vu des opposants qui ont été traqués, qui ont été exécutés, des exécutions arbitraires. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour quand même ne pas donner de terrain à l'opposition.
Deuxièmement, au niveau des élections, ça a été fait sans observateurs. Le président Nkurunziza a voulu financer par les fonds de l'État. L'élection, c'est normal, c'est la souveraineté du pays, mais il n'y a pas un regard extérieur pour voir qu'est-ce qui se fait. Du coup, c'est celui qui est le juge qui est parti. Voilà, donc, donc les dés sont déjà pipés à l'avance. Voilà, les dés sont pipés, c'est vous qui le dites, Chama, les premiers résultats déjà rejetés par l'opposition. Oui, c'était prévisible. Quand on voit toutes les manigances qu'il y a eu autour de cette élection, il faut dire que dans un premier temps, le ministre est chargé avec les relations, des relations avec les organisations, a accepté, a approuvé qu'il y ait des observateurs, ne serait-ce que les observateurs régionaux de l'EAC. Depuis 2010, ce ministère refusait déjà l'association avec les organisations de l'ONU nationale, c'est-à-dire l'ONU et l'Union européenne, parce qu'il les soupçonnait d'être proches de l'opposition. Donc, en plus de cela, on accepte d'abord que les observateurs de l'EAC viennent, et moins de 14 jours, c'est-à-dire le 8 mai, on voudrait maintenant qu'ils aillent à une quarantaine de 14 jours, alors que les élections se déroulent le 20 mai. Donc mathématiquement déjà, c'est impossible que ces observateurs soient là. C'est une manière de leur dire non, ne venez pas, on refuse, et on n'a même pas permis que les observateurs de la société civile nationale participent également. Donc pourquoi tout ce flou a été organisé autour de cette élection? Donc, c'était plus ou moins prévisible déjà. Oui, tout à l'heure, vous évoquez le cas des observateurs, mais on sait que dans tous les pays aujourd'hui, il y a des mesures, il y a des dispositions qui sont prises pour ceux qui viennent de l'extérieur en temps de pandémie. C'est normal que les gens fassent la quarantaine. Je ne sais pas ce qui... Oui, je vois que c'est normal. Vu le calendrier, à quel moment la quarantaine a été annoncée? Ok, maintenant, si on suppose qu'il n'y aura pas des observateurs venus de l'étranger, pourquoi pas des locaux? Deuxième aspect, Human Rights Watch a dit que pendant ces 6 derniers mois, il y a eu près de 67 exécutions sommet. Il y a eu des opposants. On n'a pas les preuves. Non, quand Human Rights le dit, ça dit forcément, il a des preuves. Il y a eu des opposants qui ont été traqués, il y a eu des gens qui ont fui, il y a eu beaucoup de choses concernant les opposants. Et après, on refuse les observateurs. Mais vous vous attendez à quoi finalement? Est-ce que le jour de l'élection, on a aussi constaté qu'il y avait eu coupure d'Internet, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, seulement à ceux qui étaient sur le réseau privé VPN, on n'a pas eu d'observateurs. Est-ce que ces actes-là ne discréditent pas d'une manière ou d'une autre le vote, Chama? Clairement. Le jour d'un vote, c'est toujours bien que les médias fonctionnent pour assurer ne serait-ce qu'un peu de transparence autour de l'élection. Mais si ces médias-là, le jour-là, on les coupe encore, les réseaux sociaux qu'on reconnaît actuellement comme l'un des plus grands médias. Donc, c'est vrai que en même temps, la sécurité publique, vu l'histoire du pays, à chaque élection, en 2005, ça s'est passé où la paix est venue. En 2010, ça a eu lieu également. En 2015, en 2020. C'est vrai que la sécurité publique pouvait donner comme argument le fait d'empêcher certaines transmissions, parce que quand l'information, elle circule dans les deux sens. La bonne information peut amener de bons comportements, mais la mauvaise information peut également entraîner certaines choses. C'est peut-être également un argument, même si vu les contextes là, il était préférable d'assurer un minimum de transparence autour de cette élection. Lorsque on voit le Burundi n'a jamais eu un changement de dirigeant sans qu'il n'y ait bain de sang. C'est ce qui est vraiment écœurant. Et chaque fois, lorsque vous voyez, depuis son indépendance en 1962 à aujourd'hui, lorsqu'il y a changement de dirigeant, il y a eu de bain de sang. On espère réellement que cette fois-ci, on ne va pas en arriver là. Et c'est en cela qu'on doit appeler le président Nkurunziza à faire preuve vraiment d'un démocrate.
c'est vrai que son parti, c'est la démocratie. La défense de la démocratie. La défense de la démocratie, mais on ne voit rien de cela dans les actes, mais c'est ce qu'on espère aujourd'hui. On peut à la rigueur fermer les yeux sur le fait que, bon, les dés ont été pipés, que les élections ont été organisées à huis clos, mais qu'on préserve les vies humaines. Qu'on préserve les vies humaines, mais dans ce sens, on a quand même observé le terrain. Il y avait les deux camps qui étaient bien présents, mais cette élection aussi a un principal enjeu, c'est le départ de Pierre Nkurunziza. Est-ce que la venue aujourd'hui, il faut parler du suivi de l'État. Oui. Qu'est-ce que ça devient le Burundi après Nkurunziza? Ok, moi je ne parlerai pas de Burundi après Nkurunziza, mais avec Nkurunziza toujours qui a entre-temps a changé de position. Comment? Nkurunziza, il a pris le soin de bien organiser son départ entre griffes. Parce qu'il serait toujours là, officiellement, parce que les tests lui accordent des avantages et il est bien inscrit que le nouveau dirigeant doit le consulter sur certains sujets aussi. C'est un sujet clé de la nation. C'est un sujet clé de la nation. Du coup, il n'y a pas de départ. Bon, peut-être on va trouver un autre mot, mais il y a tout sauf départ. Mais là où on doit également espérer à un nouveau départ et que le schéma de l'Angola peut se reproduire. Personne ne pouvait imaginer que le président Dos Santos allait du coup se retrouver en position d'opposant et que ses amis, ses enfants soient écartés de la gestion du pouvoir, de la gestion des grandes sociétés de l'Angola. Mais on en est là aujourd'hui. Alors, ce schéma également peut se reproduire et du coup, le nouveau président va vouloir réformer les choses, va vouloir redonner une nouvelle dynamique au pays. Et on peut espérer alors un nouveau départ. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore Nkurunziza qui a laissé le pouvoir. Non, il est toujours là. De toute façon, il est vrai, les résultats ne sont pas encore officiels, mais on est quand même en train de supputer sur les chiffres partiels. Chama, est-ce que le départ de Pierre Nkurunziza pourra redonner un nouveau souffle de développement au Burundi? Je partage les mêmes doutes que Vincent. Est-ce réellement un départ? Je parlerais plutôt d'une continuité. Au contraire, j'ai l'impression qu'il s'est offert un titre supérieur à celui du président et il place son dauphin même là. Voilà. Et quand on voit même la manière dont les élections sont organisées, ce n'est pas seulement la classe civile et la société civile qui a été écartée. Nous avons appris que dans les centres de vote, on a même arrêté certains observateurs qui étaient venus représenter les partis politiques. Donc, mais c'est pour faire quoi? On les a arrêtés. Il y a certains qui ont été chassés. Il y a certains qui sont mis en prison. Donc, est-ce que cette transition-là augure d'un bon après-scrutin? Donc, c'est les craintes qu'il faut partager. Et Pierre, Monsieur le Président Pierre, j'ai l'impression que son départ ne va pas changer grand-chose parce que c'est une continuité. Ce sera les mêmes personnes. Mais en tout temps, est-ce que le général, le général Évariste, s'il arrivait à être confirmé, est-ce qu'il ne pourra pas faire comme à l'angolaise, ce dont Vincent parlait? À l'angolaise, je crains que non, vu que le titre qui a été conféré au président Pierre est carrément supérieur aussi. Bon, en tant que président, il a certainement certains pouvoirs, mais vu la gestion qu'il y a eu lieu, qu'on observe depuis 15 ans, où le taux de chômage a augmenté, alors même que la croissance démographique a ralenti. Ce sont des signes de très mauvaise gestion. Donc, voilà. Oui, je pense qu'on va voir. On ne peut rien prédire, on ne peut rien définir clairement. Et dans l'histoire du Burundi, on a vu qu'il y avait un président qui a été démocratiquement élu, qui a été également assassiné, parce qu'il y a également une guerre ethnique qui est là, entre Hutus et Tutsis. Et tout peut basculer. Donc, nous allons toujours espérer qu'on en arrive par là, comme je l'ai dit, et que la paix soit préservée, qu'il y ait une stabilité pour permettre aux fils, aux Burundais qui ont traversé une période de guerre civile, beaucoup de choses
quand même à ouvrir une nouvelle page pour écrire une nouvelle histoire du Burundi. Voilà, on va suivre. En attendant que ces chiffres-là ne soient confirmés par l'instance en charge des élections, on va revenir à présent dans la région ouest-africaine pour aborder le sujet du franc CFA. On sait que le mercredi dernier, le gouvernement français a entériné le projet de loi mettant fin officiellement à cette monnaie coloniale utilisée par environ 8 pays dans la sous-région ouest-africaine. Qu'est-ce qui change finalement dans cette transition de franc CFA à l'éco? Ok, dans cette transition de franc CFA au franc CFA. Ok, donc on a pas de grands changements, mais au moins c'est des avancées. C'est des avancées parce que c'est la France qui vient d'acter le changement de nom d'une monnaie de plusieurs pays africains. Donc les décisions sont toujours prises à Paris, à des milliers de kilomètres des concernés. Voilà, c'est un signal qui montre l'état de l'indépendance depuis 1960. Toutefois, on peut dire qu'il y a d'évolution du fait que, en dehors du nom ce n'est qu'un générique qu'on a juste trouvé, en dehors du nom, il y a le fait que les États maintenant seront amenés à gérer eux-mêmes leurs réserves qui étaient entre-temps au niveau du Trésor français. Et ça vient quand même responsabiliser les chefs d'État africains à se prendre eux-mêmes en charge. Il faut avouer que c'est parce que peut-être la jeunesse ou bien beaucoup de dirigeants ont forcé la main pour qu'on en arrive là. Cela voudra dire que si on continue dans la même direction, on peut obtenir beaucoup d'autres choses. Seulement, il y a un hic par rapport à l'agenda de cette décision. Voilà. Chama, malgré cette transition, malgré cette transformation, la parité entre l'euro et le franc CFA est toujours maintenue, ce qui voudra dire 1 euro égale à 650 francs CFA. Je pense que nous sommes toujours dans la même prison. On a changé le nom parce que jusque-là, notre monnaie à nous s'appelait franc de la communauté française d'Afrique. Notre monnaie à nous, les Béninois, à nous, les Ivoiriens, à nous, le reste de Togolais. Voilà. Donc, mais c'est toujours la même prison. On a changé le nom, on nous a permis de garder nos réserves. Le ministre des Finances de la France ne fait plus partie il ne va plus représenter la France à la BCEAO, mais la prison est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la parité. Et la parité, c'est que notre monnaie n'est pas libre par rapport à l'euro. L'euro, on nous garde depuis les années 1900, notre économie n'a pas évolué. Donc, on a toujours les mêmes économies qu'avant. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quel que soit ce que nous on fait, notre monnaie est 650, plus de 650 francs de notre monnaie est égale à l'euro. Quel que soit ce qu'on va faire, quels que soient les apports que nous allons apporter, et quel que soit ce que nous allons faire pour améliorer notre économie, c'est que 650 de nos francs seront toujours égales à 1 euro. Eh bien, dans ce sens, il faut nuancer que dans le nouveau test, c'est dit quand même que ce point va évoluer en fonction de l'évolution de l'économie de ces pays-là. Voilà, c'est là où on doit s'interroger. Et là, ça revient aux Africains, ça revient à nous peut-être la jeunesse, de se dire, nous devons faire plus. Pourquoi? Lorsqu'on parle de parité fixe, c'est tout comme si la France dit non, bon, si je vous laisse avec un taux flexible, vous ne pouvez pas gérer parce qu'il y aura les autres monnaies avec le niveau de votre production, vous ne pouvez pas. Mais c'est exactement le schéma d'une maman qui dit, ah, si j'arrive à sevrer l'enfant va devenir du coup chétif. Mais si l'enfant n'est pas sevré, l'enfant ne peut pas croître, sa croissance serait limitée. Et c'est ce que nous voyons. On ne peut pas craindre le sevrage pour ne pas sevrer l'enfant. Maintenant, de manière globale, est-ce que dans cette transition, il y a quand même une avancée? Parce qu'entre-temps, on a vu des panafricanistes, on a vu des chefs d'État qui se sont levés pour dénoncer ce système. Il y a une petite avancée, comme je l'ai dit, déjà qu'on va gérer nous-mêmes les réserves de change. C'est déjà un pas à poser. On attend la suite. Déjà un pas, Chama. La question du franc CFA aujourd'hui, l'éco deviendra une monnaie pour la zone UMOA d'abord. Mais qu'est-ce qu'on en fait finalement de ce projet-là, qui est normalement un projet pour la CEDEAO?
c'est là on doit se poser des questions sur l'opportunité. Actuellement, nous vivons une crise sanitaire. Il y a plein d'autres priorités, mais on s'empresse à hâter l'écho, alors même qu'il y avait déjà un calendrier établi pour une monnaie de l'espace CEDEAO. Donc, pourquoi cet empressement-là? Et moi, je pense aussi que l'idée de cette parité-là, où on nous dit, voilà, gardez vos réserves. Les réserves, c'était quoi? L'excuse des réserves, c'était que quand il y aura des pertes, on va pallier à ces pertes-là avec les réserves. Donc, pourquoi on nous libère ces réserves-là? On sait que nos économies ont évolué, on ne peut pas nous leurrer à propos. On sait que nos économies ont évolué. Donc, certainement, peut-être que nous avons des bénéfices. 650 de nos francs ne peuvent pas toujours être égal à 1 euro depuis les années 1900 et pareil aujourd'hui. Donc, nous avons évolué, nous avons passé l'étape des pertes. Je refuse de croire en une certaine générosité, une certaine altruisme voilà, de la part des Français. Donc, encore qu'actuellement, ils sont à la porte d'une crise économique. Ouais. Mais pourquoi? Voilà. On se pose la grosse interrogation également sur ce plateau. Voilà qui prend fin l'émission Point de vue de ce jour. Avec mes invités, il a été question de l'arrestation du présumé cerveau du génocide rwandais, les élections générales au Burundi et la fin officielle du franc CFA. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de l'émission Point de vue. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de week-end à tous.